Bonjour, je m'appelle Lorraine Semonchek. Je voulais porter plainte ou demander une ordonnance restrictive contre mon ex-petit ami policier d'État, ce qui me met particulièrement mal à l'aise. C'était la docteure Lauren Semonchek en mai dernier qui laissait un message à la police pour demander de l'aide contre son ex-petit ami, un policier d'État du New Jersey. Apparemment, son appel n'a jamais reçu de réponse. Et quelques semaines plus tard, Lauren et son nouveau petit ami Tyler Webb ont été abattus devant sa maison à Franklin Township. De nouveaux appels au 911 publiés par des voisins et un procès imminent mettent en lumière une tragédie que sa famille juge évitable. Nous allons tout analyser avec le capitaine de police du New Jersey, Tom Rizzo. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Très bien, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle de ce dernier développement dans la tragique affaire de la docteure Lauren Semonchek. Et cela vient d'un message vocal glaçant qu'elle a laissé à la police. Et c'est un message auquel sa famille affirme qu'on n'a jamais répondu. Dans ce message du 20 mai 2025, la vétérinaire de 33 ans paraissait calme mais très inquiète, tentant de se protéger de son ex-petit ami, le policier du New Jersey, Ricardo Santos. Je voulais déposer une plainte à la police ou peut-être même demander une ordonnance restrictive contre mon ex-petit ami qui est aussi policier d'État, donc je me sens particulièrement mal à l'aise. Je viens de parler au bureau, mais personne n'est disponible. Et ce qui rend cela si glaçant, c'est que moins de 3 mois plus tard, Semonchek et son nouvel amour, son petit ami, Tyler Webb, âgé de 29 ans, ont été abattus de façon choquante devant chez elle. Encore plus bouleversant, les voisins auraient entendu les coups de feu et les cris la nuit du meurtre. Plusieurs appels au 911 ont été passés depuis Upper Kingstown Road, dans le canton de Franklin. Mon petit ami et moi avons entendu quelque chose de très étrange. Nous avons entendu des coups de feu et aussi des cris. Oui, non, c'était vraiment très fort. Ça m'a un peu rendue nerveuse. La police est bien intervenue, mais les registres indiquent qu'ils ont dépassé la maison de Semonchek sans s'arrêter ni localiser la source du bruit. Et le lendemain matin, c'est le père de Lauren qui a découvert les corps de sa fille et de Tyler. Selon la sœur de Lauren, ils ont été retrouvés dehors avec Tyler sur la terrasse. Sa famille veut maintenant porter plainte. Lors d'une conférence de presse le 21 août, l'avocat David Mazie a annoncé poursuivre la police de l'État du New Jersey et celle de Franklin et Washington, les accusant d'avoir ignoré des signaux d'alerte et de ne pas avoir aidé Semonchek malgré ses appels. Il a déclaré aux médias qu'un avis avait été déposé dans l'intention d'engager une action en justice formelle, en soulignant les directives de l'État qui exigent que, lorsqu'un officier est accusé dans une affaire de violence domestique, les affaires internes doivent être immédiatement informées et que les armes de l'officier doivent être saisies. Selon l'avocat Mazie, il affirme que rien n'a été fait. Nous allons examiner en détail la plainte et les derniers instants de Lauren lorsque les voisins ont contacté la police et ce qu'elle a dit dans son message vocal du 20 mai. Pour comprendre comment nous en sommes là, il faut remonter environ 1 an avant ces meurtres, à l'automne 2024. Pourquoi? Parce qu'en septembre, d'après la famille de Lauren, c'est alors qu'elle a rompu avec le lieutenant Ricardo Santos, vétéran de la police ayant servi dans l'équipe de sécurité du gouverneur du New Jersey, Phil Murphy. Et apparemment, Santos ne l'a pas du tout bien pris. La famille et les amis affirment qu'il a commencé à traquer et harceler Lauren après leur rupture. Sa sœur aînée, Diana, a déclaré à Pix 11 News que lorsque Lauren a bloqué son numéro, ses appels continuaient à arriver depuis des numéros masqués. Selon sa famille, elle pensait qu'il la suivait, ce qui l'a poussé à installer des caméras dans sa voiture. En octobre, nous avons ces messages, textes dont nous devons parler, où elle menaçait déjà d'obtenir une ordonnance restrictive si Santos ne s'arrêtait pas. Ces messages, obtenus par le New York Post, montreraient apparemment ces échanges entre les deux. Nous n'avons pas pu vérifier, mais selon les informations rapportées, c'est ce qui est indiqué. Ils comprennent des échanges où Santos dit « Alors arrête de faire comme si j'étais une ordure ou de me menacer avec les autorités. » Je ne sais même pas comment prendre ça venant de toi. Lauren répond « Je me sens menacée. Je suis une femme célibataire qui a eu de l'eau dans son réservoir d'essence, un appareil d'enregistrement dans sa chambre et maintenant ceci. » Santos dit « Si tu veux en parler un jour, assumons et arrête de me rabaisser. »
Lorraine dit « J'ai fini de communiquer avec toi. Si tu continues à me contacter ou à envahir ma vie privée, je demanderai une ordonnance restrictive. » Santos répond apparemment « Prends soin de toi, Lorraine. Je ne te souhaite que le meilleur. Tu n'es pas une bonne personne. » Dès le début de l'année 2025, son inquiétude s'était intensifiée. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle s'est même confiée à une collègue féminine de Santos, lui parlant du comportement erratique de Santos, même si on ne sait pas trop ce qu'il en est ressorti. Et puis est arrivé le mois de mai. Le 19 mai, la voiture de Lorraine aurait été vandalisée pendant qu'elle était au travail, rayée sur le côté. Elle va apparemment au poste de police de Washington Township, comté de Morris, pour porter plainte. D'après le rapport consulté par le New York Post, les agents présents ont directement prévenu Santos de s'éloigner d'elle. Il a apparemment nié toute implication, mais a accepté de ne pas la contacter. Le 20 mai, dès le lendemain, Lorraine, selon ses propres mots dans ce message vocal bouleversant, s'est rendue au poste de police de Franklin Township, dans le comté de Hunterdon, où elle vivait, espérant agir plus fermement. Elle a voulu déposer une ordonnance restrictive, mais aucun officier n'était disponible. À la place, on lui a donné un numéro, ce qui l'a mené au fameux message vocal qu'elle a laissé cet après-midi-là. Bonjour, je m'appelle Lorraine Semanchek et j'habite sur Upper Kingstown Road à Pittstown, dans le New Jersey. Je cherchais à déposer une plainte à la police ou peut-être même une ordonnance restrictive contre mon ex-petit ami qui me harcèle. Il prétend avoir des dispositifs d'enregistrement chez moi. Il continue de m'envoyer des messages et de m'appeler. Hier soir, en quittant le travail, j'ai vu que ma voiture avait été rayée. Je ne sais pas qui l'a fait, mais je n'ai personne d'autre dans ma vie avec qui j'aurais de l'animosité. Il est aussi policier d'État, donc je suis particulièrement mal à l'aise. J'ai juste parlé au bureau, mais personne n'était disponible. Alors, on m'a dit d'appeler ce numéro pour vous contacter. Si vous pouviez simplement me rappeler quand vous aurez un moment, ce serait super. Mon numéro de téléphone est... Merci. Et apparemment, ce message vocal n'a jamais reçu de réponse. C'est ce qui est allégué. Au début de l'été, Lorraine a recommencé à sortir avec Tyler, ce mécanicien de 29 ans, pompier volontaire. Tout cela s'est tragiquement terminé le 1er août. Nous allons expliquer et j'invite un invité spécial pour m'aider à analyser. Je veux inviter le capitaine Tom Rizzo du service de police de Howell Township. Merci beaucoup d'être venu. Tom, en ayant écouté le message vocal de Lorraine d'un point de vue policier, comment cet appel aurait-il dû être traité? Eh bien, commençons même avant cela. Vous savez, il y a beaucoup d'endroits, croyez-le ou non, et je n'arriverai jamais à comprendre cela, qui n'offrent pas, et c'est à cause des services partagés, c'est à cause de la régionalisation qu'ils n'offrent pas. Ce qui, selon moi, devrait être, vous savez, une condition préalable à un service de base, un certain niveau de service. Donc, vous savez, dans la plupart de ces situations, vous avez quelqu'un qui n'est pas un policier et qui dit « D'accord, comment pouvons-nous vous aider ? Je souhaite déposer une plainte et parler à un officier. » Beaucoup d'entre eux sont, vous savez, en quelque sorte transférés à un centre d'appel, puis ils attendent qu'on les rappelle. Je pense simplement que beaucoup de choses peuvent passer inaperçues comme ça. Donc, d'abord, je n'arrive pas à croire que ce soit le cas, qu'il y ait quelqu'un qui veuille, vous savez, signaler ou demander des conseils ou de l'aide concernant un possible incident de violence domestique. On leur dit simplement « laissez un message ». C'est justement ça qui m'a dérangé, vous savez, même avant tous ces autres détails. Mais pour répondre à votre question, quelqu'un appelle en disant « Et on me fait ci, on me fait ça ». C'est une situation domestique. Il faut intervenir tout de suite. On ne peut pas dire « on vous rappellera dans quelques jours ». Cela n'aurait jamais dû arriver. Expliquez-moi quelle pourrait être la raison. Si c'est vrai que personne n'a jamais rappelé, comment est-ce possible? Je n'ai pas d'explication. Et ce que je dis, c'est, croyez-le ou non, et c'est ça qui me dérange. Il ne devrait jamais manquer de ressources. Écoutez, certains endroits sont différents des autres, et ils ont des équipes réduites qui essaient de couvrir une grande zone géographique. Et on peut discuter de ce genre de scénarios hypothétiques, mais ne pas recevoir de rappel dans un délai raisonnable. Et je parle bien pendant le service de quelqu'un, je ne peux pas vous donner de justification. Est-ce que cela aurait dû déclencher immédiatement une enquête des affaires internes? Je veux dire, quand on parle d'un agent des forces de l'ordre, ça peut être compliqué, non? Ce n'est pas seulement un rapport concernant des menaces de la part de John Smith, mais aussi d'un membre des forces de l'ordre.
À quel point est-ce compliqué? Cela déclenche-t-il automatiquement une enquête des affaires internes? Comment ça marche? Et j'ai déjà fait cette remarque. En fait, et je comprends ce que les gens ressentent à ce sujet, mais si vous prenez le même scénario d'un civil accusé, disons, d'harcèlement hypothétique, et que vous prenez exactement le même scénario, mais cette fois l'accusé est un agent des forces de l'ordre. Oui, il y a plus d'actions menées car c'est un agent des forces de l'ordre. Que veux-je dire? Lorsqu'un rapport concerne un policier, la personne qui le prend doit immédiatement en informer un officier superviseur, par exemple. Nous prenons actuellement un rapport impliquant un policier. Donc, ça, c'est la procédure interne. Ensuite, il y a une notification immédiate à l'agence employeuse de l'accusé. Oui, maintenant, le respect de la procédure régulière est important, pas seulement pour, vous savez, la police, mais aussi pour les gens. Donc, s'il y a, vous savez, le scénario où la voiture a été rayée, elle le signale. Elle dit « Écoutez, je sais que c'est ce type, car au fond d'elle, elle le croit. » Et c'était probablement bien lui. Qui sait, n'est-ce pas? Mais c'est là que, qu'il s'agisse d'un policier ou non, il doit y avoir une enquête qui s'ensuit pour déterminer, vous savez, est-ce que c'est lui ou pas. Mais quoi qu'il en soit, l'accusation d'un incident de violence domestique. Et il y a une longue liste de ce qui est considéré comme des déclencheurs de notifications immédiates à l'intérieur de l'agence de signalement et à l'agence qui emploie ces officiers suspects. Absolument. C'est fou qu'elle ait tenté de bien faire, non? Elle a essayé d'utiliser le système pour l'aider, ce qui est vraiment bouleversant et tellement dérangeant dans cette histoire. Petite parenthèse, on en reparlera en détail. Les agents, généralement, quand on pense à ce qui s'est passé ici, passent-ils habituellement des examens psychologiques périodiques? Je veux dire, être sur le terrain, c'est un peu une situation où ça ne semble pas directement lié à ses fonctions, mais il faut analyser ce qui s'est passé ici. Cela m'a vraiment fait me demander, les agents passent-ils des évaluations psychologiques régulières? C'est mon domaine et ma passion, la résilience en santé mentale. Et je suis un critique très franc du fonctionnement du système. Nous comprenons, c'est une obligation à l'intégration et à l'embauche. Certains endroits le font au moment de la promotion. D'autres le font lorsqu'ils sont déclenchés par des incidents critiques. D'autres peuvent être déclenchés par le système d'alerte précoce lorsque les choses se révèlent. Et encore une fois, un problème de toxicomanie ou un certain type d'absentéisme prolongé, ou peut-être qu'ils ont un incident à la maison. Il y a des événements déclencheurs qui peuvent survenir, mais il n'y a pas de modèle standard en termes d'exigence, sauf en cas d'embauche, dans certains cas de promotion, ou s'il y a eu un incident critique ou un désarmement de quelqu'un. Donc, ils ne sont pas censés être réarmés, et cela peut être pour une liste plus longue de raisons, jusqu'à ce qu'ils soient devus par quelqu'un pour ce que nous appelons des évaluations d'aptitude au service. Je vais expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, selon la police, dans l'après-midi du 1er août, Lauren a quitté le travail vers 17h25. Les images de la caméra de Lauren ont montré une Mercedes blanche de Santos la suivant avant qu'il ne se cache dans les bois près de chez elle. Juste avant 19h, Tyler Webb arrive à la maison chez elle. Quelques minutes plus tard, les voisins ont entendu les coups de feu, les cris, puis le silence. De nombreux appels au 911 ont afflué cette nuit-là, les voisins rapportant exactement ce qu'ils avaient entendu. Des coups de feu et des cris résonnant dans cette rue tranquille. Et pour la première fois, nous pouvons entendre ces appels. Je ne sais pas si je regarde trop de films, mais mon petit ami et moi avons entendu quelque chose de très étrange. Nous avons entendu des coupes de feu et aussi des cris. Et les cris semblaient, vous savez, vraiment proches. Vous savez, quand ça s'est arrêté après le dernier coup de feu, c'était silencieux. On ne savait pas, là. Je pensais que c'était peut-être des enfants qui riaient, que je ne pouvais pas dire, il y avait de la musique. Et oui, nous avons une patrouille qui se rend dans la zone pour vérifier, d'accord? J'espère que je ne dérange personne, mais c'était trop bizarre. Franklin Toucher, police. Bonjour, désolé, ce n'est pas notre habitude, mais on vient d'entendre quelque chose de très étrange. Coupe de feu. Des cris, puis des bruits. Allô? Oui, quartier de Upper Kingtown Road.
Nous sommes sur Whitebridge Road. D'accord, oui. Nous avons reçu un signalement à ce sujet. Oui. D'accord. Nous sommes arrivés il y a 5 minutes et avons trouvé ça étrange, alors nous avons voulu le signaler. Oui, j'ai un agent en route vers vous. 911, quelle urgence. Ce n'est pas vraiment sur cette propriété, mais je viens d'entendre une série de coups de feu qui semblaient très forts. Upper Kingstown Road n'est pas sur cette propriété. Je l'ai seulement entendu d'ici avec des cris. Je suis en haut de la colline, donc ça semblait venir d'en bas. Et peut-être... Combien de personnes avez-vous entendu? 5 ou 6 avant que vous appeliez. Oui, non, c'était bruyant. Le son porte bien ici. Oui. Si besoin, rappelez-nous. Je les ai déjà envoyés vers vous. D'accord, je n'ai rien entendu depuis. Ça m'a un peu rendue nerveuse. Mais c'était juste avant que t'appelles, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Très bien, pas de problème. J'enverrai quelqu'un. D'accord. Merci. Au revoir. Maintenant, la police, encore une fois, ils sont intervenus dans cette zone. Comme je l'ai mentionné précédemment, ils ne se sont apparemment jamais arrêtés chez Lauren. Cette voiture de patrouille est passée devant, a continué sa route. Et le lendemain matin, c'est à ce moment-là que le père de Lauren a fait la découverte des corps. Et peu de temps après, Santos lui-même a été retrouvé dans son SUV Mercedes, mort d'une blessure par balle qu'il s'était infligée. Tom, à toi. Il y a eu plusieurs appels au 911. C'est vraiment très bouleversant à entendre. Et cette idée qu'un officier ou une voiture de patrouille passe sans jamais s'arrêter. Que s'est-il passé? Donc, tu sais, encore une fois, c'est ce qui me frustre, parce que ces gens, comme tu l'as dit, ils ont essayé d'utiliser le système. L'un des systèmes serait d'appeler le 911 pour signaler quelque chose. Et à quoi les gens s'attendent-ils quand ils font ça? Pour que le signalement soit, vous savez, pris en compte, examiné et enquêté? Si vous remarquez, ils disent mais qu'on ne sait pas, cela peut être des enfants ou des feux d'artifice. Est-ce que ça arrive? Oui. Quand vous ajoutez des cris, quand vous ajoutez plusieurs appels, au minimum, je n'ai aucun problème à faire une patrouille dans la zone. C'est le protocole, non? Vous voulez utiliser tous vos sens comme agent pour observer. Peut-être que je devrais écouter moi-même. Y a-t-il eu un autre incident après cela? Avez-vous reçu un nouvel appel au 911 pour une personne blessée? Vous savez, il faut prendre tout ça en compte. Une fois que vous avez fait ça et qu'aucun de ces éléments ne s'est produit, au minimum, il aurait fallu demander « D'accord, qui est l'appelant ?» N'est-ce pas? Laissez-moi maintenant aller parler à l'appelant parce que nous avons tous, enfants, joué au jeu du téléphone. Alors, qui sait ce que l'appelant d'origine a dit à la personne qui a pris l'appel puis ce qui a été transmis à l'agent? Il y aura toujours des informations qui auront été manquées en cours de route, que l'agent lui-même voudra entendre directement de l'appelant ou, dans ce cas, de plusieurs appelants. Et cela aurait au moins orienté l'agent intervenant vers la direction de son domicile. Maintenant, aurait-il pu sauver l'une ou l'autre d'entre elles? Vous savez, nous ne le saurons jamais. Mais au minimum, cela aurait évité à ce pauvre père de devoir venir le lendemain et découvrir ce qu'il a découvert. Ces appels au 911 sont essentiels car, en cas de procès, on évoquerait un signalement en temps réel. Cela donne à tout le monde l'heure à laquelle l'incident s'est produit, l'heure du décès, ce genre de choses. Je raisonne juste en termes de preuves. As-tu des questions? Si une voiture de patrouille est passée sans s'arrêter, te poses-tu des questions sur la formation, l'effectif ou le jugement de ce service? Qu'aimerais-tu savoir? Je ne sais ni où commencer, ni où finir. Tu sais, parce que j'essaie de voir ça non seulement en tant que policier, mais aussi en tant que personne. Et je ne suis pas assis au sommet, tu sais, d'une colline, dans une maison sans erreur. Donc, je ne vais jamais m'asseoir là et pointer du doigt en disant que je dis ce que je dis ou que je demande ce que je demande parce que je suis parfait. Mais non, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre, comme je te l'ai déjà dit, qu'en 2025, l'année 2025, c'est le mieux qu'on puisse faire. Je ne peux tout simplement pas accepter ça. Je ne peux pas, et voilà pourquoi. Maintenant, imaginez le courage qu'il faut à cette jeune femme rien que pour entrer dans un commissariat et dire « Je viens signaler ça », et c'est un policier. Ça va déjà être un acte formidable et accablant en soi. Donc, au minimum, si on veut que les gens aient ce lien avec nous, qu'ils aient confiance en nous pour faire ce qui est juste.
Et nous allons le faire. Tu sais, encore une fois, je n'arrive toujours pas à croire que ça n'ait pas été pris aussi au sérieux que ça aurait dû l'être, pour de nombreuses raisons. Et pour moi, ça me fait mal de voir ces événements se produire, parce que je crois vraiment que certaines choses dans ce monde malheureux et dans ces circonstances auraient pu être évitées. Comme tu peux l'imaginer, les répercussions se sont vite propagées. Le bureau du procureur du comté de Hunterdon a pris le contrôle du département de police de Franklin. Ils ont suspendu le chef et un sergent, invoquant de sérieuses préoccupations sur la gestion des appels à l'aide de Lorraine par le département. Et avant même de parler de la menace de ce procès, je veux dire, c'est inhabituel, Tom, non? Je me trompe? As-tu déjà vu cela auparavant? Oui, ça m'est déjà arrivé, mais que cela arrive si vite est anormal. Donc, normalement, quand on voit des prises de contrôle ou des remplacements de département par une autorité supérieure, donc dans ce cas, l'agence municipale remplacée par le bureau du procureur, c'est la hiérarchie normale. Parfois, cette étape a été omise et ils ont été placés directement sous le contrôle du bureau du procureur général. Donc, est-ce que je l'ai déjà vu arriver? Oui. Aussi rapidement, sur la base d'un seul incident, c'est une anomalie. Donc, tu sais très bien qu'il y a des préoccupations sérieuses et importantes. Encore une fois, même si je dis que je n'arrive pas à y croire en 2025, je ne suis pas non plus ignorant. Certains de ces endroits ruraux et isolés qui maintiennent un seul service. C'est pourquoi vous verrez beaucoup d'agences de comté qui assurent aussi la police des municipalités. Parce que le volume d'appels, ou la base municipale, disons, la démographie, ne permet pas d'avoir une agence individuelle. Ça n'aurait pas de sens. Ce ne serait pas faisable, n'est-ce pas? Parce que comment pouvez-vous doter cela en personnel alors que vous n'avez pas le volume nécessaire pour, en gros, rationaliser le fait de l'avoir? C'est pour ça que vous aurez ces endroits régionaux. Vous savez, il y a des avantages et des inconvénients à cela. Mais au minimum, si vous ne pouvez même pas surveiller quelque chose comme ça, alors je ne sais pas ce que vous faisiez au départ. Donc je pense que le bureau du procureur a sans doute examiné cela et vu à quel point c'est grave. En plus, ils doivent sûrement se dire « Mon Dieu, espérons qu'on ne découvre pas pire ». Vous auriez évidemment su quelque chose qui aurait été d'une telle histoire scandaleuse. Je pense qu'ils se demandent quels autres services ont été écartés. Jikeno. Et maintenant, il y a la menace d'un procès de la part des familles qui disent que Lauren Tyler, vous savez, serait peut-être encore en vie si la police avait suivi ses propres règles. L'avocat David Mazet a exposé clairement les allégations. Personne ne l'a rappelé. Le service de police du canton de Franklin n'a absolument rien fait après avoir reçu cette plainte. Désormais, le procureur général de l'État du New Jersey et les directeurs des forces de l'ordre exigent qu'un service de police prenne des mesures dès qu'il y a une allégation de violence contre un policier. Voici la partie réelle des exigences. Il est indiqué que chaque fois qu'un policier est impliqué dans un incident de violence domestique, que ce soit en tant que présumé auteur ou en tant que victime, les affaires internes doivent être rapidement informées lorsque le policier était le présumé auteur. Les agents chargés de l'enquête doivent saisir leur arme de service ou toute autre arme en leur possession, comme l'exigent les directives du procureur général de 2000, 2003 et 2004. Dès le dépôt de la plainte, la police de Franklin Township devait obligatoirement contacter la police d'État. Et à ce moment-là, la police d'État serait obligée de prendre le contrôle et de s'assurer que tous les revolvers, toutes les armes de service, toutes les autres armes à feu enregistrées au nom du Trooper Santos soient retirées, qu'ils soient mis en congé administratif et qu'une enquête soit menée. Rien n'a été fait ici. Mesdames et messieurs, on appelle cela le mur bleu du silence. Le mur bleu du silence désigne la protection mutuelle entre policiers. Même lorsqu'il y a des accusations contre l'un d'eux, ils détournent le regard. Et c'est ce qui s'est passé ici. Nous allons déposer une plainte contre le service de police de Franklin Township, la police de l'État du New Jersey et d'autres, au nom de Lauren et Tyler. Nous tiendrons, à la fin de la journée, le service de police de Franklin Township responsable de son inaction. Nous découvrirons pourquoi personne à la police d'État n'a agi pour confisquer les armes de Santos.
Nous découvrirons pourquoi les policiers, ce soir-là, n'ont même pas pénétré dans la maison de Lorraine pour enquêter sur les cris et les coups de feu. Et nous révélerons si la police du New Jersey a été soumise à des normes différentes lorsqu'il y a des plaintes pour violences domestiques contre elle, et s'il y a eu une dissimulation dans cette affaire et dans d'autres cas. Nous ferons tout cela et plus encore pour obtenir justice pour Lauren Semonchek, pour Tyler Webb et pour leur famille. Alors, Tom, la plainte de la famille va affirmer, tu sais, que les directives de l'État exigent que les armes soient immédiatement saisies lorsqu'un policier est accusé dans une affaire de violence domestique. Vous allez entendre parler de cette idée de savoir s'il s'agit d'une négligence de la part d'agents individuels, s'il existe une réticence plus large à agir contre d'autres membres des forces de l'ordre, et on parlera aussi des signaux d'alerte potentiels. Que penses-tu de cette plainte? Qu'est-ce que tu crois qu'il va en ressortir? Et es-tu d'accord avec une plainte ou une éventuelle plainte de ce genre? D'accord, analysons cela. Premièrement, je voudrais répondre que non, il n'y a pas de désarmement automatique, que ce soit pour un policier ou un civil. Il doit y avoir un certain type d'indication. Par exemple, la violence domestique couvre un large éventail de comportements et d'infractions. Il ne concerne pas tous, ils n'atteindraient pas tous le niveau où, si une personne possède une arme légalement, bien sûr, cela signifierait sa saisie. Donc non, ce n'est pas automatique. Et cela n'a rien à voir avec le fait qu'il s'agisse d'un policier ou d'une autre personne. Alors, regardons ce premier point. Maintenant, pour les actes qui sont reprochés à ce policier, que ce soit un policier ou une autre personne, y aurait-il eu une saisie d'armes sur la base de ce qui semble être des actes qui s'aggravent, du harcèlement, une atteinte à la vie privée, du harcèlement moral, une mission criminelle? On peut continuer, menace terroriste peut-être. Donc bien sûr, quand il parle des déclencheurs, il désigne le système d'alerte précoce que nous avons au New Jersey abordé sous deux aspects. Au sein des affaires internes, il existe des directives sur la façon de traiter avec les policiers, des directives spécifiques. Maintenant, en plus de cela, il existe des mécanismes d'alerte précoce en interne qui, si un policier présente certains symptômes, certains signes ou est impliqué dans certaines situations, déclenchent une surveillance. Et la surveillance peut aller jusqu'à, même sans violence domestique, décider de désarmer cet agent. Je répète mon hypothèse, il y avait un problème de consommation de substances. Disons qu'il y avait un problème de santé mentale, sans lien avec la sphère domestique. Cela pourrait déclencher ce que nous appelons un désarmement conditionnel. Et les conditions seraient un traitement, une aptitude au service, selon le cas. Quand nous voyons des progrès, ils peuvent être réarmés sous condition. Cela signifie que dans certaines situations, vous pouvez porter votre arme de service en travaillant. Vous n'êtes pas autorisé à posséder des armes à feu personnelles. Donc, il y a beaucoup de niveaux à cela. Je pense que le procès consistera à examiner si des éléments auraient dû déclencher des mécanismes jamais utilisés. Je pense que c'est automatique. Je pense que le procès va certainement examiner et corroborer, vous savez, ce qu'elle a exactement transmis dans ses rapports. Vous savez, est-ce qu'elle cherchait simplement des conseils ou a-t-elle fait l'allégation? Si elle a fait les allégations d'après tout ce que j'ai lu, oui, cela aurait déclenché tous ces événements. Donc s'ils ne l'ont pas fait, il faudra expliquer comment c'est arrivé. Était-ce une négligence? Vous savez, j'ai vu les insinuations et les sous-entendus sur tout ça. Vous savez, il y a la police qui protège la police et cette histoire de mur bleu. Je suis prêt à recevoir des pierres pour ça. La seule raison pour laquelle, au fond de moi, je ne crois pas que ce soit approprié ici, c'est parce que vous voyez ce dont nous venons de parler. Les appels au 911, il n'y a aucune indication de « et c'est un policier ». Il n'y a aucune mention de cela. C'est juste « on entend des coups de feu et on entend des cris ». Et ils n'ont même pas donné suite à ça. Donc je pense qu'il y a eu négligence ici. Vous savez, je pense que les autres choses que la famille a tout à fait le droit de ressentir, je pense que cela demanderait, vous savez, d'approfondir un peu plus pour voir si c'était le cas ici. Non, c'est un bon point sur ces appels au 911. Espérons que cela nous apportera plus d'informations et de réponses. Et nous verrons si le procès avance. Mais je dirai ceci pour revenir aux victimes ici parce que malgré ces circonstances horribles entourant leur mort, il y a des amis et de la famille qui font de leur mieux pour faire leur deuil et se souvenir de Lauren et Tyler pour la vie qu'ils ont menée.
Vous savez, l'avis de décès de Lauren Semenchek reflète bien son esprit, disant en partie qu'elle était altruiste et compatissante. Sa paix intérieure venait du temps passé avec ses proches. Lauren avait une âme sans jugement et acceptait tout le monde. L'avis de décès de Tyler Webb dégage la même chaleur. Une partie de cet avis dit « Tyler trouvait le vrai bonheur simplement en étant avec les gens. Il aidait toujours toute personne dans le besoin. Par sa gentillesse, il a touché de nombreuses vies et réuni des inconnus devenus amis. C'est vraiment une affaire très triste. » Capitaine Tom Rizzo, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je vous en suis reconnaissant. C'est un plaisir et un honneur. Merci beaucoup. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme de podcast. Je suis Jesse Weber. À la prochaine.